vous présenter une méthode à partir d'images satellites comme outil de modélisation du trait de côte. Et donc pour ça, la donnée qu'on utilise en entrée, donc c'est une image issue du satellite Pléiade. Donc c'est un satellite français qui appartient au CNES, mais qui est géré par Airbus Defence and Space. Les principaux avantages de ce satellite, c'est qu'il a une très haute résolution spatiale. Donc en gros, la taille du pixel au sol est de 50 cm. Il permet de faire une large couverture du territoire avec une largeur de prise de vue qu'on appelle une fauchée de 20 km. L'avantage aussi, c'est qu'il présente des tarifs avantageux pour les utilisateurs institutionnels autorisés, les UIA, donc qui disposent soit de gratuité, soit de tarifs préférentiels par rapport aux tarifs commerciaux. Un des avantages aussi, c'est qu'on peut programmer le satellite. On peut lui dire de passer, alors pour le coup, on ne peut pas lui dire de passer exactement à telle date, telle heure, mais on peut programmer une plage d'acquisition. Et le dernier gros avantage aussi, c'est qu'il est compatible avec le RGE de l'IGN. Donc, c'est-à-dire qu'il peut être, que toutes les bases de données d'IGN peuvent être superposées à ces images satellites. RGE de l'IGN, c'est le référentiel grande échelle, pardon. Merci. C'est une donnée qui est utilisée par IGN pour géoréférencer, orthorectifier toutes leurs données. L'Institut géographique national. Oui. Donc forcément, comme toute donnée, elle a ses limites. Et la principale, c'est qu'elle est sensible à la couverture nuageuse. S'il y a un nuage qui passe au-dessus du littoral, malheureusement, on ne pourra pas voir ce qui se passe dessous. Alors, il peut y avoir des conflits avec d'autres acquisitions, mais ça concerne le cas où on demande une programmation du satellite, parce que du coup on peut être plusieurs organismes à faire une programmation sur un même secteur, et donc du coup il va y avoir des priorités, parce que vu aussi que c'est un satellite qui est à la fois public et à la fois militaire. Pour le coup, les militaires sont prioritaires sur les acquisitions par rapport au public. Et ensuite, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas avoir une date et une heure précise d'acquisition, mais juste un horaire. Alors, sachant qu'il faut savoir qu'en France, pour le coup, France métropolitaine, je parle, le satellite, il passe par contre toujours à la même heure. Donc c'est 10h50 heure d'été. Voilà, pour que vous ayez une idée. Donc je fais une petite parenthèse rapide pour vous parler du site Applisat que le CEREMA a mis en place pour le compte de notre ministère de tutelle, donc le ministère chargé de la transition écologique. Et donc en fait c'est un site qui a été mis en place par le pôle satellite du CEREMA, dont l'objectif en fait est d'accompagner les collectivités et les services de l'État à l'utilisation du spatial. Donc en fait le pôle sat du satellite, il est à l'interface entre les acteurs du spatial que peuvent être le CNES et Airbus et les collectivités et services de l'État qui pourraient avoir besoin de ces données-là. Donc après, si vous pourrez aller voir sur ce site, il n'y a pas que la thématique littorale qui est abordée, c'est toutes les thématiques qui sont en lien avec le ministère chargé de la transition écologique. Donc pour revenir sur la méthode issue de l'imagerie satellite, donc c'est une méthode semi-automatique par seuillage d'indices radiométriques NDVI. Donc je vais expliquer un peu plus tard tout ce que c'est tout ce charabia. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une méthode qui est pertinente sur littoral sableux à faible marnage, que ça permet de produire une donnée de trait de côte qui a une précision grosso modo de l'ordre du mètre, donc qui présente aussi l'avantage de pouvoir couvrir un large territoire. Donc vous le verrez sur une diapositive plus loin, typiquement pour couvrir tout le littoral d'Occitanie, en 6 ou 7 images Pléiades, c'est largement suffisant. Et ensuite, cette méthode permet aussi d'avoir une information objective, parce que clairement, c'est une photographie du littoral, donc on peut difficilement la contredire.
Alors par contre, l'inconvénient, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas programmer la date et l'heure exacte du passage du satellite. Donc en fait, on a un trait de côte instantané à la date de la prise de vue. Donc si au moment de l'acquisition, le littoral est soumis à différents effets avec le vent, des marées ou ce genre de choses, il peut y avoir des biais qui peuvent être introduits. Donc de cette image satellite, on va dériver le NDVI. Donc le NDVI, c'est à l'origine un indice qui permet de caractériser la végétation, mais qui est très utile aussi pour caractériser l'eau, parce qu'en fait, il présente c'est ce qu'on voit sur cette image-là, il présente des valeurs négatives. Donc c'est pour ça qu'il nous permet d'extraire assez facilement l'eau. Et en fait, ce NDVI, il est obtenu par le rapport entre les bandes spectrales de l'image, à la fois dans le proche infrarouge et dans le rouge. Donc c'est la formule que vous avez là. Et sur ce graphique ici, en fait, ça vous montre, ça vous montre comment et pourquoi on arrive facilement à caractériser l'eau à partir de cet indice. Parce qu'en fait, du coup, les surfaces anneaux vont énormément réfléchir le rouge par rapport au proche infrarouge qui est quasiment entièrement absorbé, merci. Et donc du coup c'est pour ça qu'on va avoir des valeurs négatives de ce NDVI qui va nous permettre d'extraire l'eau. Donc le but, une fois qu'on a obtenu ce NDVI, c'est de trouver le seuil de distinction des classes haut, non haut, enfin des pixels haut, non haut. Donc ça, on a des méthodes plus ou moins automatiques, mais il y a toujours besoin d'un opérateur pour valider ce seuil-là. Et donc une fois qu'on a validé ce seuil, en fait, on obtient un masque binaire comme ça, haut, non haut. Et de ce masque binaire, en fait, donc qui est toujours sous format raster, on va le vectoriser pour passer en mode vecteur et du coup obtenir le linéaire de trait de côte. Donc voilà pour cette partie. Du coup, moi, je vais vous donner quelques exemples de l'utilisation qu'on fait une fois que les données satellitaires ont été reçues par le pôle satellite, l'équipe dans laquelle travaille Benjamin, qu'elles ont été traitées. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, Hugues vous a présenté tout à l'heure aussi un exemple d'utilisation de données satellitaires avec les projections qui s'appuient sur ces données-là. On peut avoir à l'inverse une utilisation finalement quand on fait notamment un suivi régulier avec des millésimes. C'est le cas sur la région Occitanie, puisqu'on a une commande annuelle de l'Adréal pour produire 1 à 2 millésimes par an depuis 2014. Donc ça nous fait une série de données annuelles qui commence à être assez conséquente. Et finalement, ces séries de données, elles peuvent être utilisées aussi pour étudier l'évolution passée du trait de côte, qui va être aussi un élément assez important dans notamment les bases de connaissances, aussi pour la partie projection derrière. Un autre exemple d'utilisation de ces données satellitaires, ça va être par exemple l'élaboration de l'indicateur national d'évolution du trait de côte. C'est un indicateur qui existe, qui a été réalisé en 2015. On va commencer à parler de la V1 de cet indicateur puisqu'il est en cours de mise à jour. Donc il y aura d'ici 2023 une V2 de cet indicateur. Et donc c'est un indicateur qui utilise, tout comme je le présentais tout à l'heure à l'échelle Occitanie, qui utilise aussi l'historique de l'évolution du trait de côte. Donc quand on parle d'évolution, on parle beaucoup de recul depuis tout à l'heure, mais ça peut être soit du recul, soit un trait de côte qui reste stable au cours du temps, soit parfois même des avancées du trait de côte. Donc pour cet indicateur, en 2015, il était basé sur des données, donc 2005-2014, c'était les données qui étaient disponibles à ce moment-là. Depuis, les techniques ont quand même beaucoup évolué, les jeux de données aussi sont renforcés,
Et donc, sur la base de toutes ces évolutions, on met à jour cet indicateur national qui est disponible en open data sur le portail Géolittoral. Et puis, c'est une mise à jour qui était réalisée également conjointement avec la mise à jour de la base de données des ouvrages littoraux, puisque forcément, on a une influence aussi de ces ouvrages littoraux sur l'évolution du trait de côte. Et puis, pour faire très rapide, un dernier exemple d'utilisation de ces données dans finalement l'adaptation. Sylvain Rode parlait tout à l'heure de l'adaptation et finalement, qu'est-ce qu'on en fait une fois ce trait de côte, une fois qu'on le connaît. L'adaptation, j'ai trouvé ça très juste de dire que l'adaptation, c'est de faire avec, mais c'est aussi un terme qui finalement a une connotation très active. Et l'adaptation, c'est aussi s'emparer du sujet pour, en anticipation, décider ensemble de ce qu'on va faire pour pouvoir arriver à se faire avec. Et donc là, c'est l'exemple d'une étude qui est en cours sur le littoral sableux catalan. Alors, juste pour remettre à César ce qui est à César, là, la carte que vous voyez là, elle a été réalisée par les partenaires. Mais on a une étude en cours actuellement pour poser les bases de l'élaboration d'une stratégie locale de gestion intégrée du littoral à l'échelle de la côte sableuse catalane, qui est organisée, qui est réalisée avec les EPCI partenaires qui font partie de cette bande littorale, et puis avec une utilisation de ces données à la fois sur le constat actuel, un bilan des connaissances actuelles. Alors dans cette étude, on ne parle pas que d'érosion, on parle de submersion marine, on parle d'inondation aussi, et on prend en compte les enjeux territoriaux. Et puis un axe de projection, et puis ça me permet aussi sur cet axe de projection de reboucler aussi sur le travail qu'on peut organiser parfois conjointement, puisqu'on va s'appuyer sur cet axe, notamment sur les travaux de projection menés par l'EID, qui ont été réalisés pour le compte de l'OPSCAT que vous connaissez bien là sur le territoire. Et on s'appuie aussi les uns sur les autres sur nos travaux respectifs pour pouvoir mener nos études. Alors parfois on fait ça directement conjointement, et puis parfois on fait ça en se mettant en accord sur ce sur quoi on va s'appuyer et pour pouvoir avoir des études qui résonnent et qui se répondent entre nos différents champs de compétences.